Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, c'est sur la 90.3 iRadio. Tous les samedis, Oumou Kalsoumba décrypte avec un expert toutes les informations économiques nationales et internationales. Business Mag, c'est aussi des reportages, des dossiers, des portraits et bien sûr le round-up hebdomadaire de l'actualité économique et des hydrocarbures. Tout ce qu'il faut pour saisir les enjeux d'un monde qui bouge. Business Mag, c'est tous les samedis de 11h10 à midi. Rendez-vous est pris avec Oumou Kalsoumba dans votre émission Business Mag, le magazine économique de la 90.3 iRadio, ici et ailleurs. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 iRadio, premier numéro de Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Monsieur Serigne Mboup, directeur général de la SAR, notre invité. Bonjour monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci pour cette invitation et surtout toutes nos félicitations pour votre nouveau groupe de presse qui est un groupe duquel on attend beaucoup de contributions pour la consolidation de l'information pertinente, vraie et crédible au Sénégal. Et aussi, surtout, je me réjouis vraiment qu'il y ait une émission qui parle que d'économie, parce qu'il y a beaucoup trop de politique dans notre pays. Vous avez raison. Merci. En tout cas, merci pour ces encouragements. Le concept de l'émission, chaque jour, nous prenons un thème. Et aujourd'hui, nous aimerions parler de la SAR. Quel rôle la raffinerie va jouer? Le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz, une quantité importante. Mais permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'écouter Aminata Ndonka qui nous a fait une présentation de la SAR. Créée en 1961 à l'initiative du gouvernement sénégalais et de la Société africaine de pétrole, la Société africaine de raffinage a débuté ses travaux en 1962 et elle a été inaugurée le 27 janvier 1964. Le 21 septembre 2004, la SAR obtient la certification qualité de ses activités à la norme ISO 9001 version 2000. Son actionnariat, 46% pour l'État du Sénégal Petrosen. Locafrique obtient 34% et pour sa part totale à 6,8%, Sahara Energy 8,2% et pour finir ITOC 5%. Aminata Ndonka, merci infiniment. Monsieur le directeur, monsieur Serigne Mboup, vous venez d'écouter le papier de présentation de la SAR. Votre première réaction? La première réaction, c'est que, juste une petite précision, la SAR, c'est vrai que l'État est créé en 61. Elle a commencé ses opérations en 1963, avec comme invité à l'époque du président Senghor, le président Ouldada, ce qui était prémonitoire de l'accord entre la Mauritanie et le Sénégal, qui a été signé aujourd'hui par le président Macky Sall et le président Aziz. Juste aussi pour préciser que autour de l'actionnariat, il y a une volonté manifeste du gouvernement et du président de la République qui souhaite que les ressources nationales reviennent à l'État et à ses enfants. Vous vous rappelez, dans le référendum de 2016, il a été dit que les ressources nationales appartenaient au peuple. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a eu cette découverte de pétrole, le gouvernement s'est donné les moyens non seulement de ramener l'actionnariat au Sénégal, ce qui fait qu'aujourd'hui, 85% de l'actionnariat appartient à l'État et à des Sénégalais. Et on peut même y rajouter, parce que la SAR est une société africaine, à vocation africaine. C'est la raison pour laquelle le président Senghor l'avait créé à l'époque pour en faire un outil d'intégration régionale. Le reste même des actions, à peu près 9%, détenue aujourd'hui par une société africaine, qui est la société Sahara Energy, qui est une société nigérienne. C'est donc dire que le vocable de société, de patriotisme économique et en tout cas d'ancrage des ressources naturelles dans le pays a été magnifié par ce tour de table qui constitue aujourd'hui l'actionnariat de la SAR. D'après les chiffres officiels, le gisement de gaz découvert au large des côtes sénégalaises, c'est important de préciser que le champ est à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Les réserves sont estimées à 450 milliards de mètres cubes. Et concernant le pétrole, le champ SN1 situé à Sangomar, on parle de 150 millions de barils.
une quantité importante pour l'État du Sénégal, vous êtes d'accord avec moi, mais peut-être une bonne nouvelle aussi pour la SAR qui a besoin de ces ressources pour mener à bien ses activités. Ah oui, une très bonne nouvelle pour le pays de manière générale, pour son développement, pour sa marche vers l'émergence économique, mais aussi une bonne nouvelle, c'est vrai, pour la SAR. Évidemment, la SAR qui importe beaucoup jusqu'à présent, du pétrole brut du Nigeria. Le gouvernement, dans cette volonté, le gouvernement et les actionnaires privés, la SAR, dans cette volonté donc d'ajouter de la valeur sur tous les produits, les ressources naturelles, qu'on n'exporte plus des ressources naturelles et qu'on importe en contrepartie des produits, nous a instruit de lancer un important projet d'investissement qui va consister à l'adaptation des unités de la SAR à ce brut sénégalais, puisque les bruts sont de différentes variétés. La SAR a été calibrée sur du brut nigérian avec une densité qui est connue. Et aujourd'hui, donc, nous avons déjà lancé un important projet qui va finir vers 2020, fin 2020, début 2021, pour adapter nos unités à ce brut sénégalais, mais aussi pour augmenter nos capacités, pour être plus en mesure de satisfaire la demande nationale. Parce que je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement important en termes de valeur ajoutée à laisser dans le pays et aussi en termes de ressources additionnelles pour la SAR qui, en n'important plus, évidemment, à tout le moins les frais de transport et les frais financiers relatifs au change, etc. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la SAR, mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour le pays. Je pense qu'on en parlera puisque l'objectif aussi pour la SAR, c'est de s'adapter au nouveau marché qui va être privé du marché de fuel de Sénélec. Le gaz dont vous faites allusion va permettre à la Sénélec de passer au tout gaz dans ces centrales où il y avait du fuel, ce qui est une autre excellente nouvelle pour l'énergie qui doit être produite en qualité et en quantité, mais à des coûts encore moins chers et plus conformes aux normes environnementales. Et la SAR va devoir s'adapter pour redéfinir son profil de production. Et naturellement, nous allons aller vers, outre les essences que vous connaissez, et le gasoil pour les véhicules, le gaz butane, nous allons nous réorienter vers d'autres types de production pour justement satisfaire des demandes nouvelles qui sont apparues par la production de pétrole, notamment la pétrochimie, et donc qui va être un outil de promotion de nouveaux tissus industriels pour le Sénégal, mais aussi la production d'engrais, ce qui devra être au Sénégal d'être un pays autosuffisant en engrais produit à partir de ses ressources, et donc un formidable levier de subvention, mais aussi pour booster notre agriculture. Donc c'est de belles perspectives pour le pays, pour son économie, pour la jeunesse qui a besoin d'emploi. Et au-delà de la SAR simplement. Vous m'avez un peu marché sur la langue, comme on le dit dans notre jargon, mais on va revenir sur ça, c'est-à-dire, est-ce que la SAR est prête? Parce que forcément, il y aura des réaménagements internes. Oui, non, je vous ai dit, on a déjà un projet qui est déjà donc adopté par notre conseil d'administration, les financements bouclés, les études pratiquement finies. On est déjà dans l'exécution d'une bonne, en tout cas des premières opérations. Et donc on sera dans les temps. Je dis toute l'année 2020, on sera plein dedans. L'objectif est d'être prêt en 2021 parce que les premiers barils sont attendus 2021-2022 pour être en capacité de ne plus importer donc du brut du Nigeria et de traiter le brut sénégalais. Nous serons prêts, nous avons ce qu'il faut. Comme vous le savez, nous avons l'expertise. Vous avez visité la SAR, on n'a pas besoin de former d'autres personnes. L'ensemble du personnel de la SAR est donc sénégalais et évidemment nous serons dans les temps. Voilà, justement, en parlant d'expertise, nous allons faire la connaissance de vos agents. Moustapha Konaté, chef de service ordonnancement et optimisation. Le reporter Amago Robernian, muni de son pinceau, nous a dressé son portrait. Nous l'écoutons. Je suis à la SAR depuis 1996. J'ai été recruté comme aide opérateur. Moustapha Konaté est le chef de service ordonnancement et optimisation à la Société africaine de raffinage. Mathématicien de formation, Moustapha incarne la polyvalence.
Après 4 ans de service, j'ai été muté au niveau du service bilan. Après 5 ans là-bas, j'ai été muté au niveau de la direction commerciale. Bosseur né, passionné, Moustapha n'a pas hésité à embrasser ce métier. En bon patriote, son credo, contribuer à l'essor du pays. Normalement, moi, je suis mathématicien de formation, mais le raffinage, c'est quelque chose de rare. Quand j'ai réussi au concours, qu'on m'a fait comprendre que toute la formation, c'est en interne, j'ai tout de suite aimé, quoi. C'est comme ça, parce qu'après, on a eu une formation en interne de 6 mois. À l'issue de cette formation, on a vraiment aimé parce qu'on nous a fait comprendre que vous pouvez participer au développement de notre pays. Le pétrole brut est transporté par voie terrestre, mais le plus souvent, son transport se fait par voie maritime, à bord de tankers, en fret soumis à une stricte sécurité, une opération que maîtrise bien Moustapha Konaté. Parce que quand un tanker arrive, il reste au large. Il ne peut pas rentrer sans l'avis du port. Donc un tanker qui arrive, normalement le fournisseur il est en contact avec un agent maritime qui est notre lien, qui nous informe que le bateau est arrivé. Il informe le port aussi. Donc un tanker qui arrive, il y a tout le temps un agent de la SAR qu'on appelle le loading master. L'anecdote, c'est la boutique à un sou de l'histoire. Et justement, Moustapha nous en raconte une. À mes débuts, c'était en 99. À l'époque, j'étais opérateur. On faisait les cas, c'est-à-dire, je devais prendre service à 14h. Je suis arrivé à 13h50, le temps de me changer, mettre ma tenue. Le gars que je devais remplacer m'a dit Konaté, il faut surveiller une pompe qui était en expédition, c'est-à-dire un pompage de fuel. Donc ce jour-là, c'était en 1999. J'ai mis ma tenue, je suis allé à la pompe. Arrivé devant la pompe, hop, la pompe prend feu. Il fallait maintenant éteindre le feu. Puisqu'on est formé, il y avait un extincteur. J'ai pris l'extincteur avec mon poste, j'ai appelé la sécurité, la salle de contrôle et j'ai démarré l'extinction en attendant que la sécurité arrive. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier parce que c'était la première fois que j'étais en face d'un feu d'hydrocarbures. Moustapha Konaté, que vous venez d'entendre, monsieur le directeur. Oui, très content et le féliciter et profiter de votre antenne et de son portrait pour féliciter l'ensemble des personnels de la SAR. J'ai dit que c'est société où on est à peu près 260 personnes, tous de nationalité sénégalaise. Ce n'est pas toujours le cas en Afrique, surtout dans des secteurs comme celui-là. Les féliciter pour leurs compétences reconnues, parce qu'on, dans le cadre d'échanges et de partenariats avec les raffineries africaines, nous envoyons régulièrement nos experts dans toutes les raffineries pour participer aux opérations et les remercier aussi, puisqu'ils font un travail extrêmement difficile. Et toutes les équipes à tous les niveaux, la sécurité, l'exploitation, les commerciaux, les financiers, les personnels d'encadrement, enfin tout le monde, puisque approvisionner le pays en produits pétroliers afin qu'aucun utilisateur, que ce soit une femme de ménage qui a sa bonbonne de gaz ou l'automobiliste qui doit avoir du carburant à chaque fois qu'il rentre dans une station, ou encore tous les usagers qui doivent avoir l'énergie disponible, puisque la Sénélec fait de l'électricité à partir, une bonne partie de son énergie à partir des produits que nous leur livrons, et que sans que jamais, en tout cas depuis quelque temps, que l'on ne le ressente nulle part, derrière c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de discipline, mais c'est aussi beaucoup d'engagement et de patriotisme. Et donc je voudrais les féliciter et à travers eux tous les syndicats du secteur du pétrole et du gaz, puisque bon, dans d'autres secteurs que je ne nommerai pas, on a un peu plus de bouillonnement, alors que notre secteur, je pense, est l'un des secteurs les plus stratégiques, et avec des enjeux économiques énormes, où il y a beaucoup de problèmes, comme il peut y en avoir un peu partout, mais c'est paradoxalement le secteur le plus pacifié dans l'industrie, et ça, on le doit à la qualité de nos personnels, de leurs dirigeants syndicaux. Et je voudrais tous les féliciter et évidemment les encourager pour qu'il en soit toujours ainsi. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que vous écoutez Business Mag, votre rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. D'ici et d'ailleurs, le DG, le directeur général de la SAR, M. Sorin Mboup, est notre invité du jour. Voilà, justement, tout à l'heure, vous avez dit que la SAR est prête techniquement, mais en termes de ressources humaines, est-ce qu'il n'y aura pas des changements? Est-ce qu'avec tout le gros du boulot qui vous attend, ça ne nécessite pas de recrutement? Vous allez compter sur l'INPG ou pas? La formation professionnelle se fait en interne d'abord. C'est très important de se former dans l'environnement dans lequel on évolue. Mais aussi, on consacre une bonne partie de notre budget dans la formation continue.
Nous avons régulièrement des collaborateurs qui vont en formation dans des raffineries comme la nôtre. D'autres, ils vont à l'institut, dans les instituts comme l'Institut français du pétrole ou d'autres instituts dans des grandes unités industrielles. Puisque nous avons du tout ici, hein. Il n'y a pas que pétrole, il y a les électriciens, il y a des techniciens, il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais l'INPG est une bonne nouvelle pour le Sénégal, c'est une bonne nouvelle pour notre jeunesse, c'est une bonne nouvelle pour tout ce qui va arriver dans l'industrie. Et naturellement, la SAR fait partie des premiers partenaires de l'INPG, puisque évidemment nous comptons sur les cadres qui seront formés à partir de là-bas et qui pourraient demain venir rejoindre notre famille. Puisque, on le sait, l'INPG va délivrer des diplômes de standards internationaux reconnus par toutes les compagnies pétrolières. Et donc, oui, c'est une très bonne nouvelle et nous sommes dans une dynamique de partenariat élaborée qui fera que déjà nous recevons en stage des étudiants de l'INPG. Déjà nous en recevons, nous avons déjà le cadre de partenariat pour ça. Et nous sommes aussi en partenariat avec d'autres instituts comme ça, l'École polytechnique de Thiès, où nous avons beaucoup de collaborateurs qui sont venus, l'École supérieure polytechnique de Dakar et bien d'autres cadres qui viennent d'autres instituts de formation. Et donc je pense que c'est une très bonne chose. Et techniquement, nous sommes prêts parce qu'il n'y a rien qui vient s'ajouter à notre environnement habituel. Hein. C'est des unités nouvelles, c'est des modules qui vont avec les formations qu'il faut. Et ce sont nos équipes qui supervisent tous les travaux de mise en œuvre avec nos partenaires techniques qui seront là pour ça. Fin de la première partie de votre magazine Business Mag. Retour sur le plateau dans quelques instants. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, c'est sur la 90.3 iRadio. Tous les samedis, Oumou Kalsoumba décrypte avec un expert toutes les informations économiques nationales et internationales. Business Mag, c'est aussi des reportages, des dossiers, des portraits et bien sûr le round-up hebdomadaire de l'actualité économique et des hydrocarbures. Tout ce qu'il faut pour saisir les enjeux d'un monde qui bouge. Business Mag, c'est tous les samedis de 11h10 à midi. Rendez-vous est pris avec Oumou Kalsoumba dans votre émission Business Mag, le magazine économique de la 90.3 iRadio, ici et ailleurs. La suite de votre magazine Business Mag, notre invité du jour, Monsieur Serine Mboup, directeur général de la SAR. Monsieur Mboup, on a entendu à travers la presse en 2017 et des autorités dire qu'il y aura une nouvelle raffinerie de dernière génération. Où en êtes-vous avec le projet? Est-ce que les travaux ont démarré? C'est vrai qu'il y a il y a de l'idée, il y a de la réflexion sur l'opportunité ou non de faire une nouvelle raffinerie actuellement. Mais pour les besoins nationaux, il faut savoir que la SAR n'est même pas en capacité de satisfaire ses besoins en l'état actuel de ses capacités et de son installation. C'est la raison pour laquelle ces investissements dont je vous ai parlé vont être faits pour adapter nos unités au brut sénégalais, mais aussi augmenter les capacités afin de couvrir le marché national. L'idée d'une nouvelle raffinerie qui se justifie découle de la volonté politique des autorités de dire que les ressources naturelles, on y rajoute de la valeur. Donc, outre qu'on ait pris les besoins nationaux pour satisfaire la capacité de la SAR, parce que la SAR va se focaliser exclusivement sur le marché national, il y aura des excédents de production. Vous avez annoncé tout à l'heure les chiffres sur le butane, sur le pétrole et le gaz. Donc 125 000 barils par jour. Aujourd'hui, la SAR, il faut savoir qu'elle a une capacité de 27 000 barils. On va passer à 50 000, ce qui correspondra aux besoins nationaux. Il y a donc un excédent de pétrole brut qui devra être exporté si on ne le traite pas ici. Et donc, c'est de la valeur ajoutée en moins. Il y a aussi l'exploration, la recherche qui continue. Aujourd'hui, il y a le champ SNI, mais on espère qu'il y a d'autres champs parce que des forages continuent un peu partout, vers le nord du pays, dans tout notre bassin offshore et aussi au sud et au centre. Et donc, on espère avoir des productions bien plus importantes journalièrement.
Et si on reste dans cette philosophie de rajouter de la valeur sur les ressources ici, il va falloir avoir une deuxième raffinerie de bien plus grande capacité, mais qui sera, elle, destinée exclusivement à l'export. Il faut savoir que les bruts africains, la plupart, parce qu'on a quelques raffineries en Afrique, au Congo, au Cameroun, au Gabon, mais qui sont pratiquement de la taille de la SAR, qui sont petites. Les bruts africains passent devant Dakar pour remonter vers la Méditerranée dans des raffineries où ils vont être raffinés et retourner en Afrique sous forme de produits. Mais la volonté du Sénégal, c'est de dire cela ne doit pas se faire. D'abord, nous voulons aujourd'hui être en mesure de rajouter cette valeur-là dans notre brut et puis après l'exporter sur les marchés internationaux. Et donc, c'est le sens de cette nouvelle raffinerie dont l'idée est lancée. Mais il n'y a pas encore d'études précises, mais la volonté politique, la vision et l'idée concourent vers une nouvelle grande raffinerie qui serait exclusivement destinée à rajouter de la valeur sur le brut sénégalais et pourquoi pas sur les bruts régionaux, et y compris capter les bruts africains qui passent devant Dakar pour aller en Europe du Sud, où on les raffine et on les renvoie. Donc c'est une belle vision. La réflexion se fait au niveau du ministère de l'Énergie, je crois, mais aussi de certains partenaires techniques, des privés nationaux ou autres, qui ont vu que l'intérêt de faire un tel outil. Mais pourquoi le projet tarde à se concrétiser, puisqu'il a été annoncé en 2017 et que les premiers barils sont attendus en 2021, en 2022, et là on est en 2019? Non, en l'état actuel des choses, le Sénégal a déjà une raffinerie, donc il n'y a aucune urgence. Et je vous dis, c'est un projet destiné à l'export. C'est la SAR qui est l'outil de raffinage. La SAR a pour mission d'approvisionner le Sénégal et de sécuriser cet approvisionnement. Mission qu'elle fait plutôt bien. Parce que de fait, quand même, quelques années, vous n'êtes pas au courant de pénurie de ceci ou de cela, malgré les difficultés financières qui sont inhérentes au fait qu'il y a une volonté politique nette aussi de contenir l'inflation du baril du pétrole et du dollar combiné, ces effets combinés qui feraient qu'aujourd'hui, le super aurait dû coûter plus de 812 francs peut-être, et le gasoil 700 et quelques francs. Mais ça, c'est une vision du président, bilan fortement apprécié d'ailleurs par les Sénégalais, qui le lui ont manifesté, qui a dit « je contiens ce prix à un niveau qui est supportable puisque je ne veux pas d'inflation et je ne veux pas de coût de facteur de production pour notre PME-PMI, nos PME-PMI, pour notre industrie, pour nos artisans. » Vous savez, les salons de coiffure, les coutures et tout ça, c'est beaucoup d'emplois générés. L'électricité est un intrant important et donc les prix contenus de tout cela ont fait qu'on est à ce niveau stable et supportable de prix donc, de leurs services, mais aussi des denrées de première nécessité qui sont transportées partout dans le pays et qui, évidemment, si le carburant augmente, le transport augmente, ces prix vont augmenter. Et donc, c'est tous ces effets combinés qui font que la SAR a non seulement ce rôle d'approvisionner le pays, mais aussi de stabiliser le secteur. Et le mot qu'on puisse dire, c'est que je pense que nous avons une relative accalmie dans ce secteur, malgré, comme je le disais encore, les difficultés qui sont liées à ces situations dont j'ai parlé tout à l'heure. Justement, les produits pétroliers nécessaires au transport et à la production de l'électricité constituent en moyenne 20% des importations sénégalaises. Avec toutes ces ressources, c'est-à-dire, quand je parle de ressources, je parle du pétrole et du gaz. Est-ce que la SAR pourra combler ce déficit et réajuster sa balance commerciale? Oui, bien sûr. Non, c'est tout bonus pour notre trésorerie d'abord, mais aussi pour la balance commerciale du Sénégal, qui exportait beaucoup de devises pour acheter des produits pétroliers. Et qui est déficitaire aussi. Oui, bien sûr, mais elle va se bonifier du fait de cet effet qui fait qu'on n'importe plus les intrants, mais aussi par la Sénélec, par l'effet de la Sénélec qui va passer au tout gaz. Toutes les centrales Sénélec qui étaient au ful, aujourd'hui, notamment ces IPP, ces centrales de dernière génération, sont des centrales dual system, donc on va les switcher au gaz. Et donc, quand le Sénégal produira de l'électricité à partir exclusivement de ses ressources, les autres centrales étant solaires ou éoliennes, quand le Sénégal aura une consommation énergétique totalement à partir de ses ressources, je parle des essences, je parle du gaz butane et je parle de tout ça, mais évidemment ce sera non seulement un coup de fouet important à notre balance commerciale,
mais aussi ce sera un atout considérable pour les finances publiques et qui vont permettre à l'État d'avoir un peu plus de capacité pour continuer sa politique d'inclusion sociale, pour continuer sa politique d'investissement public sur des projets importants, sur la santé, sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur l'emploi jeune et sur en tout cas, lui donner un peu plus de moyens pour faire tout simplement conduire simplement ces missions régaliennes. Voilà, l'emploi des jeunes, le chômage d'une manière générale, une problématique dans les pays en voie de développement, notamment au Sénégal. Est-ce que ce pétrole et ce gaz qui ont été découverts vont régler cet épineux problème? Oui, c'est une grande ambition d'en être un outil qui permettra d'absorber une bonne part. Et pour ça, il n'y a pas c'est facile à comprendre. Nous avons un problème de formation professionnelle. Aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que notre système scolaire ne mène pas vers des métiers qualifiants après qu'on ait obtenu des diplômes. Donc il y a la formation professionnelle à travers d'abord les lycées professionnels qui sont devenus une réalité. Déjà au niveau de l'enseignement général, les laboratoires, les blocs scientifiques qui n'existaient plus sont revenus. Et donc au-delà des lycées professionnels, il y a les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les ISEP, fameux ISEP, qui forment des techniciens supérieurs qui sortent avec déjà une qualification, mais aussi les universités aujourd'hui qui sont les universités de métier, puisqu'ils donnent des licences professionnelles, notamment à Diamniadio qui va ouvrir bientôt et à Kaolack où ça a déjà commencé. On peut ajouter à ça l'option du gouvernement de prendre les artisans et les apprentis, parce que le pétrole, encore une fois, c'est pas que la chimie, c'est aussi des électriciens, des mécaniciens, c'est des chaudronniers, c'est des peintres et tout ça, donc qui sont formés aujourd'hui dans des centres où on peut leur donner une qualification avec un diplôme qualifiant, puisque la plupart du temps c'est appris à la hâte dans des ateliers et donc je pense que oui, c'est un outil, mais c'est pour la résolution de l'emploi jeune, mais aussi et surtout et de façon plus fondamentale, c'est un moyen de grande intervention dans notre agriculture qui devra être beaucoup plus productive. Nous le savons, toutes nos filières horticoles, toutes nos céréales, sur le maïs, sur le mil, sur le riz, mais aussi toutes les filières fruitières qui vont pouvoir se développer, et on sait que c'est par là-bas où il y a beaucoup d'emplois. Et la volonté du gouvernement aussi d'ajouter de la valeur dans toutes les ressources, y compris celles horticoles et fruitières, devra faire développer les industries de transformation. Donc c'est des filières, mais sur le pétrole en particulier, le gouvernement, dans la vision PSE, a l'ambition de relancer le tissu industriel. Parce que la pétrochimie, c'est 500 métiers qui peuvent être issus du pétrole. Dans la politique de polymérisation, la fabrication de tous ces produits, tout ce que j'ai devant moi, là, tout ça, là, c'est fait à partir du pétrole. Et donc, c'est beaucoup de métiers. Nous avons notre secteur industriel avec donc notre patronat privé, le secteur privé qui se prépare, se mobilise pour investir dans ça. Et donc, oui, quand le président parle d'1 million d'emplois, je suis convaincu qu'un bon secteur industriel, tel qu'aujourd'hui, les lois et règlements, en tout cas, et les mesures fortes qui ont été prises, la loi sur le contenu local, qui va insister sur la notion d'entreprise de droit sénégalais, mais aussi de capitaux sénégalais, et le rôle que ces entreprises vont jouer sur la sous-traitance, mais aussi sur les marchés du secteur. Et la SAR est déjà un exemple dans ça. Je vous ai parlé des grands projets que nous avons. Le contenu local, il y a une place importante, parce que tous nos sous-traitants aujourd'hui, dans des secteurs qui étaient souvent inaccessibles jusqu'à présent, vont être plus des Sénégalais qu'autre chose. Et donc, oui, il y a des outils, il y a une vision politique, il y a une ambition, et qui font qu'en couplant la formation et en faisant les réformes qui sont déjà entreprises, en dessinant un cadre institutionnel qui s'y prête, les zones économiques spéciales sont là, il y a plein de choses. Notre secteur privé qui est déterminé à capitaliser, à capter toutes ces opportunités. Il y a un cocktail qui permettra à notre jeunesse bien formée à travers tous ces instituts, dont l'Institut national du pétrole et du gaz est la crème, donc de former des jeunes prêts à l'emploi dans des secteurs porteurs et donc qui vont impacter positivement l'emploi des jeunes, mais aussi la création de richesses dans le pays. Voilà, la création de richesses dans le pays. Mais il y a une autre réalité, c'est-à-dire l'instabilité des cours mondiaux du pétrole. C'est un fait. Est-ce que ce ne serait pas
dangereux pour le pays de considérer le secteur pétrolier comme l'épine dorsale de l'économie. Est-ce qu'il ne serait pas plus prudent de diversifier l'activité et de compter peut-être sur le pétrole et le gaz pour pouvoir diversifier l'activité économique? Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est le Sénégal, c'est le syndrome d'Amsterdam, qu'on l'appelle, je crois. Le Sénégal a déjà compris ça très vite. C'est pourquoi, au niveau déjà du COS pétrole-gaz, a été fait des missions dans tous les pays, dans beaucoup de pays en tout cas, qui ont cette tradition. La Norvège est un bel exemple, la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais aussi certains pays arabes comme Abu Dhabi et l'Arabie Saoudite en particulier, mais aussi dans des pays africains, chez nos amis du Congo, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Gabon, mais aussi de l'Angola. On a fait à ce niveau-là, je pense sur instruction des plus hautes autorités de ces pays, une revue de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et le Sénégal a décidé justement de ne pas faire du pétrole le levier de son développement. C'est pourquoi la concertation sur les revenus tirés du pétrole a eu lieu, et c'est pourquoi les 3 lois sur le code pétrolier qui redéfinit un peu les conditions d'attribution des blocs, mais aussi de recherche des opérations pétrolières au Sénégal, la loi sur le contenu local et surtout la loi sur les revenus tirés, l'utilisation des revenus tirés. C'est la 3e loi et le changement du code pétrolier. Donc cette loi qui va définir dans quelle proportion ces revenus seront utilisés et pour faire quoi. Et donc je pense que le Sénégal ne tombera pas dans ce piège-là, parce que les revenus pétroliers ne seront que des ressources additionnelles. Vous savez, le Sénégal se targue d'être un pays qui est sur l'émergence aujourd'hui, et sans aucune ressource pétrolière reconnue. Et je pense que nous allons rester dans cette voie, et les autorités en ont conscience et ont pris de graves décisions. Et Sénégal aujourd'hui est sur la voie de l'émergence, c'est incontestable. Sénégal n'est pas, et ça c'est important de le dire, il faut le rappeler, parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. C'est important de le dire parce que le temps de la vérité est venu. Nous sommes la 4e économie de l'UEMOA, après le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Nous sommes entre 25 et 30 en Afrique. Et il y a 54 pays en Afrique. Déjà, il y a plus de 25 pays derrière nous. Si vous prenez le monde de 202 pays, le Sénégal se situe à des proportions extrêmement importantes. Donc cette idée de nous classer parmi les pauvres parce qu'on se flageole tout le temps, je pense que c'est important que notre jeunesse sache que ça ne correspond pas à la réalité, et cela n'a rien à voir avec... On ne peut pas être dans la position à laquelle nous sommes en Afrique et où on laisse déjà plus de 25 pays derrière nous et être parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Et donc on va consolider cela par une vision politique affirmée, par un cadre institutionnel clair où les ressources appartenant au peuple, chaque année, en fonction des ressources estimées du fait justement de ces cours mondiaux, mais conformément à la loi sur la gestion des revenus, il sera décidé quel pourcentage va à l'éducation, à la santé, aux infrastructures, à l'investissement public, etc. Et ça veut dire que chaque année, on regarde ce qu'il y a et on le reventile comme ça selon cette loi. Ça permettra de ne pas dire on a du pétrole et on dort. Et en plus, nous voulons utiliser le pétrole, je vous ai dit, par les engrais pour booster notre agriculture, mais aussi par l'industrialisation pour relancer d'autres secteurs d'activité qui seront pour le Sénégal, mais aussi pour la sous-région, pour l'UEMOA, pour la CEDEAO, pour le marché international. Puisque quand vous avez une industrie pétrochimique, vous faites des produits de qualité, mais vous les vendez partout. Une première concertation nationale autour du pétrole a déjà eu lieu. Les choses ont évolué entre-temps, le code a changé, vous avez parlé du local content et tout ça. Est-ce que selon vous, ce ne serait pas important d'appeler ensuite, d'organiser un autre dialogue, une autre concertation nationale? Parce qu'entre-temps, il y a beaucoup d'encre à couler, beaucoup de salive, et des sujets relatifs au pétrole et au gaz suscitent des fois des débats passionnés. Oui, non, je pense que c'est important de continuer à dialoguer. Je pense que vous n'avez pas manqué de noter dans le discours de son Excellence, le président, après que le Conseil constitutionnel ait confirmé les résultats de l'élection présidentielle, c'est l'appel au dialogue à toutes les forces vives de la nation. Il faut aussi qu'on dise que les forces vives de la nation, ce n'est pas les partis politiques. Oui, ça n'est... Oui, non, justement, dans cet appel-là, il a insisté sur la gestion des ressources. Quand il parle de gestion des ressources, on parle du pétrole, on parle des mines, on parle de beaucoup de choses. J'espère simplement
que les forces vives de la nation, dont font partie les partis politiques, dont ils sont une composante, répondront positivement, de façon vraiment très sincère et très patriotique, pour qu'on continue. Il est utile et important d'avoir des consensus autour de ces questions qui sont centrales, qui sont importantes. Et je dois dire déjà que des pas géants ont été faits. Le code pétrolier a fait l'objet de beaucoup de concertations. Moi-même, j'ai participé à une concertation à l'hôtel Radisson, où justement, il y a beaucoup de partis politiques de l'opposition. Est-ce que la société civile a été impliquée? Ah oui, la société civile, je pense, a toujours été, en tout cas, je ne veux pas les nommer, mais beaucoup ont été là-bas. Vous avez vous-même vu, quand ces concertations ont été finies, on leur a remis, et il y a même des contributions de société civile qui avaient été publiées, notamment d'Oxfam, du Forum civil et d'autres. Donc on leur a donné, ils ont donné leurs idées. Mais il y a une frange de la population, M. Mboup, qui est souvent oubliés, c'est-à-dire les jeunes, ils sont organisés. Pourquoi vous les impliquez pas dans ces... Non, mais attendez. Parce qu'ils s'attendent... ils attendent beaucoup de ces ressources. Je pense que c'est un dialogue inclusif. Ce qui a été fait sur les ressources, on a même eu des chefs coutumiers, on a eu des chefs religieux, on a eu des corporations de jeunes, des corporations de femmes. Je pense que le Conseil national de la jeunesse avait même pris la parole. Ils sont impliqués. Ils sont impliqués. Mais je pense que aussi, à un moment donné, sur les grandes concertations, pour en tout cas récupérer les visions des uns et des autres, il est important d'élargir. À un autre moment, une fois que cela est fait, ça devient le travail d'experts pour élaborer de façon définitive le code pétrolier, évidemment en intégrant toutes ces sollicitations. Et non seulement on l'avait fait, mais il a été dit que ceux qui ne sont pas là peuvent faire des contributions écrites. J'en connais qui les ont envoyées et qui ont été prises en compte. Donc, c'est un appel au dialogue du président que je salue. J'espère que la main tendue, et je suis convaincu que dans le secteur du pétrole et du gaz, dans le secteur économique, dans les industries extractives, la majeure partie des forces vives de la nation répondront parce qu'il y va de l'intérêt du pays. Et on discutera. Et je pense que le Sénégal a montré qu'il savait se retrouver. Je pense que la dernière en date, c'est le 24 février, dans une volonté unanime. Chacun est parti faire son devoir et puis retourner chez soi pour l'intérêt du pays et avec un sens des responsabilités extraordinaire. Et c'est un appel auquel il faut que chacun réponde. Et puis, au plus grand nombre, le plus grand nombre sera là. Et comme ça, il sera décidé et mis en place des approches politiques qui auront le plus large consensus possible. Parce que la démocratie aussi, ce n'est pas le consensus. La démocratie, c'est la loi des plus grands nombres, mais évidemment, après des consultations de façon inclusive, pour que chacun donne son point de vue. Et le point de vue qui sera retenu, que reflète le plus le sentiment des uns et des autres. Voilà, le temps qui nous est imparti est presque fini, mais avant de boucler, on va parler de la dette de l'État envers la SAR. On parle de 100 milliards de francs CFA. Est-ce que la dette a été apurée? Dites-nous un peu plus. Non, d'abord, il faut dire que ce n'est pas une dette en soi. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un encours. Un encours entre un client et un fournisseur, vous avez toujours un encours. Vous prenez, vous payez, l'échéance revient, ainsi de suite. Mais au fil du temps, je vous ai parlé un peu de cette politique décidée de bloquer, on l'appelle comme ça, les prix des produits pétroliers. En particulier le gaz butane que vous avez vu, qui coûte de 7 000 francs est tombé à 3 000 et quelques. Le super qui est bloqué à 695 francs est parti de 819, pratiquement 250 francs de baisse. Le gasoil, etc. Et comme vous l'avez dit, et fort justement, les prix pétroliers varient. Quand le prix sur le marché international coûte un peu plus, le gouvernement a préféré rester flat sur ces prix-là pour, comme je l'ai dit, contenir l'inflation, mais aussi préserver le pouvoir d'achat des populations et donc permettre cette croissance que l'on sait. Évidemment, il y a un manque à gagner qu'il faut que quelqu'un paye, et c'est ce manque à gagner que l'on comptabilise au fur et à mesure avec le gouvernement et qu'il éponge de temps en temps. À un moment donné, ça a fait plus de 100 milliards. C'est bien loin de ça maintenant. Aujourd'hui, c'est comme... Aujourd'hui, je n'ai pas un chiffre précis. Parce qu'au moment où je vous parle, dans la minute qui suit, ça peut changer. Si on sert une nouvelle structure de prix, ça change. Mais je sais que c'est pour revenir à des proportions de quelques dizaines de milliards. Mais surtout, il y a un mécanisme qui est mis en place pour le contenir avec une institution financière internationale qui va aujourd'hui mettre une ligne de crédit
une ligne financière auprès d'une banque et qui permettra à chaque fois qu'on atteint un certain niveau, on puisse réaliser. Et c'est un accord tripartite entre le gouvernement Lassar et cette institution financière. Et donc, on n'est pas vraiment inquiet pour ça. Donc, vous n'êtes pas inquiet. Cette fameuse dette que l'État du Sénégal doit à Lassar n'impacte en rien le bon fonctionnement de la raffinerie. Non, mais une dette, quand elle atteint un certain niveau, elle a des conséquences sur, ne serait-ce que sur les effets financiers. Vous avez des charges financières importantes, vous avez quelques difficultés parfois à honorer vos engagements à temps vis-à-vis des banques, mais ce n'est pas une incapacité de payer de l'État, c'est l'État qui a décidé volontairement de dire aux Sénégalais, je n'applique pas ces prix parce que j'ai besoin que mes PME, PMI aient des coûts de facteurs de production maîtrisables, que la radio que vous avez ne paye pas son électricité. Non, c'est important, à des coûts exorbitants. Et l'État gagne par ailleurs parce qu'il y a une inflation qui est contenue. On a vu que les prix n'ont pas augmenté. Parce que s'il y a l'augmentation sur le gasoil, le super, ça allait sur le transport, ça allait sur tous les produits à travers tout le pays. Et donc, c'est une dette qui se reconstitue, qui se paye et qui se reconstitue. Parce que chaque 4 semaines, nous sortons une nouvelle structure de prix en fonction du marché international et la dette se constitue, se reconstitue. Mais elle se paye au fur et à mesure. À un moment donné, j'ai dit qu'il y avait un pic élevé, une action énergique de plus de 100 millions d'euros, 65 milliards a été faite et donc ça a encore baissé et ça continue. Mais ce n'est pas inquiétant parce que quand il devient bloquant, le gouvernement intervient immédiatement pour en payer une partie. Voilà, donc tant qu'on continue comme ça, c'est que c'est supportable, mais naturellement, ça a un coût financier. Merci Serigne Mboup, vous étiez l'invité de Business Mac. Vous nous avez fait l'honneur de participer à notre émission, le numéro 0, comme on l'appelle dans notre jargon. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Lassar. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et surtout de l'honneur que vous faites d'avoir débuté. Je pense qu'un bon fils de Pire, on va prier pour que justement cette émission brille comme le jury du dimanche, anciennement grand jury, que votre directeur général anime avec beaucoup de talent. Vous féliciter et vous encourager. Notre pays a besoin de discours économiques, a besoin d'être éclairé sur les grandes questions, a besoin qu'il y ait des débats qui restaurent la confiance, l'optimisme, mais aussi des débats sincères qui contribuent à faire prendre les bonnes décisions aux autorités. Merci également à Serigne Saliou Dème et à Maxime Sen qui ont assuré la partie technique. Rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, à la même heure. Tout de suite, la grande édition de 12h, le Midi 15 sur iRadio. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, c'est sur la 90.3 iRadio. Tous les samedis, Oumou Kalsoumba décrypte avec un expert toutes les informations économiques nationales et internationales. Business Mag, c'est aussi des reportages, des dossiers, des portraits et bien sûr le round-up hebdomadaire de l'actualité économique et des hydrocarbures. Tout ce qu'il faut pour saisir les enjeux d'un monde qui bouge. Business Mag, c'est tous les samedis de 11h10 à midi. Rendez-vous est pris avec Oumou Kalsoumba dans votre émission Business Mag, le magazine économique de la 90.3 iRadio, ici et ailleurs.